Quelle beurre surtout pas pleurer. Quelle beurre surtout pas trembler. Devant monsieur là. En ma qualité de président de l'agence de promotion et de culture de l'Outre-mer, et à l'occasion de l'inscription à l'occasion de l'anniversaire de leurs inscriptions au patrimoine de l'humanité, je suis heureux de vous accueillir pour ces regards croisés entre le Gros-Ca et le Maloya que nous vous proposons ce soir. Ces deux patrimoines culturels immatériels des Outre-mer ont été proclamés patrimoine de l'humanité par l'UNESCO le 1er octobre 2009 pour le Maloya et le 26 novembre 2014. Alors on m'a dit que c'était peut-être 2015. C'est bien 2014. Non, c'est 2014. 2014. Je ne me trompe pas. Pour le Gros-Ca, nous sommes fiers de cette reconnaissance par l'UNESCO de la vitalité de ces deux expressions culturelles emblématiques de la Guadeloupe et de la Réunion. Ces patrimoines constitutifs des cultures guadeloupéennes et réunionnaises sont hérités de la lutte contre l'esclavage et ont accompagné la construction identitaire de ces territoires. Ils sont toujours très vivants, très vivaces. Et nos artistes se sont emparés de cet héritage pour les croiser et le décliner parfois avec d'autres musiques sous des formes les plus contemporaines. Cette soirée anniversaire est aussi une belle opportunité pour l'agence dont la mission est d'apporter une plus grande visibilité aux expressions culturelles de nos territoires et de développer la diffusion des productions de nos artistes dans les réseaux artistiques et culturels, d'attirer l'attention des médias et du public sur le Gros-Ca et le Maloya. Cette inscription par l'UNESCO nous a d'ailleurs donné l'occasion de mener plusieurs campagnes de promotion auprès des programmateurs des salles de concert et de centres culturels, notamment en mars 2015, dans le cadre du marché international de musique du monde, le Babel Med Music, à Marseille, où une conférence sur les impacts culturels et socio-économiques de l'inscription de ces deux musiques par l'UNESCO a permis à nos artistes d'échanger avec les professionnels présents. L'agence mène également des actions de promotion dans les salons et marchés professionnels. En 2016, nous avons accompagné de nombreux artistes et producteurs au Babel Med et au Womex, les plus grands marchés de musique du monde, au Festival d'Avignon, au Salon du Livre de Paris, au Sunny Side of the Dock, le marché du film documentaire de La Rochelle. J'ai souvent eu l'occasion de dire que la France ne se réduisait pas au seul hexagone que nous connaissons, mais que notre pays était en fait un archipel, unique au monde, installé sur plusieurs océans, et que le développement des cultures ultramarines et de leur diaspora adressait évidemment aussi la question de la relation entre toutes les populations de ce pays, des œuvres qui les représentent, des imaginaires qui les traversent, et des hommes et des femmes qui les incarnent. Personnellement, je suis convaincu, et depuis très longtemps, que l'histoire, la vitalité et les singularités de chacun des peuples, chacune des langues, chacune des musiques d'outre-mer sont une chance et une richesse pour tous les Français, pour la France bien sûr, et que ces cultures participent, elles aussi, au rayonnement de la France dans le monde. Je voudrais saluer la présence du ministre de la Culture de Polynésie française, mon ami Eremoana Mahama Kia Utapu. Monsieur le ministre, je sais le travail que vous menez sans relâche pour faire reconnaître les patrimoines culturels de la Polynésie, en particulier le Ori Tahiti, qui a vraiment besoin d'être protégé et reconnu. Soyez assuré, monsieur le ministre, du soutien de l'agence pour vous accompagner dans ces démarches. Sans plus tarder, donc, je vais vous laisser avec les 4 conférenciers qui vont tour à tour nous parler des éléments clés de l'histoire du Maloya et du Gros-Ca, la transmission aux nouvelles générations et les enjeux et les perspectives de l'inscription par l'UNESCO. Je vous remercie. Bonne soirée. Je suis Daniel Janicot, donc le président de la Commission nationale française pour l'UNESCO. Je voulais vous remercier de nous accueillir, Monsieur le Président, ainsi que Monsieur le Directeur général. Bien entendu, la Commission nationale ne peut que se positionner en soutien du travail que vous faites, l'agence, à la fois pour tout ce qui est la promotion et la diffusion de la culture, des domaines notamment d'outre-mer, des outre-mer, en particulier dans un contexte nouveau pour la Commission nationale française pour l'UNESCO, qui a été de se dire, est-ce que l'ensemble de nos outre-mer, dont vous avez rappelé qu'ils étaient un archipel, n'est-ce pas, en composant bien sûr la métropole comme une des composantes de cet archipel,
eh bien, quel avait été en réalité le bénéfice que ces Outre-mer tirent de l'ensemble de l'offre culturelle, éducative, artistique, scientifique de l'UNESCO. Et on s'est rendu compte qu'en dehors des grandes mesures de classement, parce que du point de vue du patrimoine, on peut plutôt être assez déjà relativement satisfait. En revanche, ça n'est pas tout à fait le cas pour tous les labels scientifiques, tous les labels économiques, éducatifs que l'UNESCO a mis en place de tous ces grands programmes. Et donc, nous avons proposé à la ministre des Outre-mer, qui l'a accepté, un accord de partenariat et de coopération dans lequel la Commission nationale va, avec les responsables des territoires et bien sûr les fonctionnaires des Outre-mer, identifier tous les programmes ou tous les labels qui pourraient intéresser tel ou tel État, tel territoire, pas État, territoire Outre-mer. Pour vous donner des exemples, il y a bien sûr les réserves de la biosphère, il y a tout ce qui concerne les villes créatives, tout ce qui concerne les villes apprenantes. Bref, on ne va pas vous embêter avec tout ça, mais il y a environ une quarantaine de programmes, de réseaux, de labels qui sont gérés par l'UNESCO. Et en réalité, nos Outre-mer n'ont pas eu accès à l'ensemble de ces propositions. Donc notre travail avec Lorella Rinson, qui est ici présente, au moins pour un premier aspect des questions que nous allons débattre cet après-midi, ce soir, c'est que nous ayons un partenariat d'identification, de promotion, de soutien, et faire progresser l'UNESCO sur l'ensemble des territoires d'outre-mer, et avec les autorités locales, élément par élément, programme par programme, voir si cette inscription de composantes UNESCO leur convient et quelle composante choisir. Donc ça, c'est un premier point dont je voulais vous parler, c'est-à-dire que l'UNESCO s'est penché bien sûr sur des éléments très prestigieux du patrimoine. On va en voir deux aujourd'hui, ce soir, mais d'un autre côté, il y a un potentiel absolument considérable du côté de l'UNESCO que n'ont pas su encore, dont n'ont pas pu encore bénéficier les Outre-mer. Voilà, ça c'est un premier point. Et pour le reste, concernant le PCI en particulier, c'est moi, mais comme vous voyez, je ne suis pas en très grande forme. Pour ce qui concerne le PCI, nous avons décidé de faire le point. La Commission nationale a initié un processus de réflexion avec le soutien de Pascal Liévaux, qui va nous aider beaucoup dans ce domaine-là, de faire le point sur 10 ans, je crois, d'application du PCI, de ratification par la France, la mise en œuvre par la France de cette convention. Et pour voir ce qu'a été la dynamique des critères d'inscription, quels ont été rappeler les grandes règles, les principes de cette convention, voir s'il y a eu écart ou pas écart, quelle était la façon dont la France a interprété ces textes-là, voir également quel était l'impact de ces inscriptions sur les collectivités concernées. Est-ce qu'elles ont beaucoup modifié? Qu'est-ce qu'elles ont modifié? Etc., etc. Est-ce que pour la dynamique même de ces créations artistiques et culturelles, notamment pour celles-là, et patrimoniales, est-ce qu'elles ont été, pas altérées, mais impactées, en quelque sorte, par l'inscription, etc., etc. Donc, sur ce point-là, nous allons faire cette étude qui sera disponible vers mai-juin de l'année prochaine, je l'espère, et que nous remettrons d'ailleurs via la délégation française auprès de l'UNESCO au Conseil exécutif, c'est-à-dire aux 58 États membres de la Commission. Alors, soit ce document portera des propositions qui peuvent intéresser la France, on verra avec le ministère concerné comment en tirer éventuellement certaines conséquences. On le fera en étroite intelligence et concertation avec eux. Soit ça peut intéresser pas seulement la France, mais ça peut intéresser les autres États membres de l'UNESCO. Et dans ce cas-là, la Commission servira de relais pour la promotion de ce rapport et l'ouverture d'un débat positif, je l'espère, avec le secrétariat de la Convention. Alors il y a un troisième point que je voudrais vous souligner, qui intéresse évidemment la Commission nationale, c'est la Convention de 2005. Qui est en fait une convention qui a été, comme vous le savez, pensée par la France, notamment par Jean Musitelli, qui a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de cette convention sur la protection de la diversité des expressions culturelles. On a fêté en 2015, donc ces 10 ans. Comme vous savez, la Commission a fait 2 grandes conférences sur les différents aspects de la convention de 2005. Mais on se rend compte de plus en plus que ce texte, qui a été
fait l'objet de très très grandes discussions, très polémiques notamment, puisque à l'origine il avait été conçu comme un texte sur la promotion de la diversité des cultures, la diversité culturelle, au lieu qu'il soit présenté comme un texte sur la promotion de la diversité des expressions culturelles. Alors c'est pas la même chose, la diversité des cultures et la diversité des expressions culturelles. Il faut se rappeler le contexte dans lequel cette convention a commencé à mûrir. Il y avait des initiatives pour parler du choc des civilisations, pour parler de la hiérarchie entre les cultures, etc. Des problématiques qui étaient absolument aux antipodes, je dirais, de l'égal respect que l'UNESCO porte à l'ensemble des cultures. Et donc la France, et en particulier Jean Musitelli, a réussi à mettre dans cette convention de 2005 cette magnifique synthèse qui a permis à tous les États membres de se retrouver, qu'a été la diversité des expressions culturelles. Parce que là, absolument, tous les États du monde ont une capacité d'expression culturelle. Par qui? Par les artistes, par les créateurs, par les écrivains, par les cinéastes, par les acteurs, par toute une série, je dirais, de porteurs de création. Alors, cette convention de 2005, bon, là, on l'a fêtée en mi-teinte, je trouve. La France l'a fêtée en mi-teinte l'année dernière. Je trouve que ça aurait pu être les 10 ans, ça aurait pu être l'occasion de quelque chose de beaucoup plus fort. C'est un immense texte, en fait. C'est un très grand texte qui n'est pas assez mise en raccord avec les grandes conventions patrimoniales. Et je trouve que dans le travail que nous allons mener, il faudra sans aucun doute voir comment elle est au fond le socle, quelque part, en parlant de la diversité des expressions culturelles. Qu'est-ce que c'est que le PCI, sinon de la diversité d'expressions culturelles, hein? Et je trouve, et de même que l'autre programme qui est très important, qui est la mémoire du monde, hein, qui n'est pas un programme intergouvernemental, mais qui est une recommandation de l'UNESCO qui concerne la partie documentaire du classement du patrimoine, eh bien, si vous voulez, contribue éminemment à la mise en œuvre de cette recommandation, de cette convention de 2005. Mais c'est comme si elle était absente, en quelque sorte. J'ai bien relu les textes fondateurs de notre PCI, de notre convention PCI sur le patrimoine culturel. Il y a une petite allusion à la convention au démarrage dans les textes. Dans les textes généraux, d'ailleurs, où il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, etc. C'est-à-dire qu'il y a un cadrage de très grands principes, hein, qui sont les grands principes universels de l'UNESCO, qui est rappelé dans cette convention. Il y a je dirais, la notion de diversité des expressions culturelles est là, en quelque sorte. Elle est comme logée à l'intérieur. Mais je pense que dans notre rapport, notre réflexion, je pense qu'il faudrait lui redonner du souffle. C'est vraiment un instrument culturel français, d'influence française. Et si vous voulez, c'est tout à fait dommage que toutes les autres conventions fonctionnent plutôt très bien à l'échelle de l'ensemble des États membres, mais que cet instrument français qui donnait la cohérence, qui donne la vision d'ensemble de ce que nous essayons de faire, et qui est de se dire que puisqu'il faut une diversité des expressions culturelles, eh bien dans le domaine de la création, ça va de soi, mais surtout dans le domaine du patrimoine, il faut préserver cette richesse qui nous est offerte par un patrimoine divers. Eh bien, ça c'est une chose qui n'est pas vraiment faite. Donc on va travailler au sein de la commission cette année pour voir comment on peut réarticuler les conventions entre elles dans une logique qui est une logique très forte, politique, idéologique française, qui est diversité des expressions culturelles, avec toutes les conséquences que ça a par rapport, bien entendu, aux industries, etc. etc. Voilà, je voulais vous dire ça. Et je ne suis pas un grand spécialiste, donc je viens découvrir au cinéma ces deux expressions magnifiques, mais je voulais vous donner un peu ce cadrage politique et culturel de l'UNESCO. Merci infiniment de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Je passe la parole à Pascal Liévaux. Merci beaucoup. Alors, on va passer de l'international au national, puisque je représente le ministère de la Culture ici, qui est chargé de mettre en œuvre la Convention pour le patrimoine culturel immatériel sur le territoire français. Et je remercie beaucoup l'agence, son président Greg Germain et son directeur Daniel Carcel, de me donner la parole à l'occasion de la célébration de ces magnifiques éléments que nous avons pu inscrire pour notre pays au patrimoine de l'humanité. Je ne dis pas ça, ce n'est pas un discours de circonstance, mais vraiment, ces deux dossiers ont été particulièrement à la fois passionnants et exemplaires, me semble-t-il, mais peut-être pourrons-nous en reparler après les projections, dans la manière dont ils ont été menés et comment les porteurs ont su mobiliser les communautés concernées autour de ces projets. Et ça, c'est un élément essentiel de la convention de l'UNESCO, c'est la présence d'une communauté fortement mobilisée autour d'un élément patrimonial
sur lequel elle se reconnaît et qu'elle souhaite à la fois protéger, bien entendu, faire connaître et partager. Alors cette convention du patrimoine culturel immatériel, la France l'a signée, elle date de 2003. La France l'a très rapidement signée en 2006. Et donc on fête cette année le 10e anniversaire de la signature par notre pays de cette convention. Et donc cette manifestation s'inscrit bien, me semble-t-il, dans cette célébration. Et qu'est-ce que c'est que le patrimoine culturel immatériel? On y reviendra sans doute plus particulièrement avec les discours des deux spécialistes de ces deux éléments. Mais ce sont des pratiques, des savoir-faire, des représentations qui sont transmises de génération en génération et qui sont des pratiques vivantes. Et ça, c'est extrêmement important. Il ne s'agit pas de muséifier un patrimoine, un élément patrimonial, mais au contraire d'en reconnaître toute la valeur, de favoriser son étude, sa connaissance, pour mieux le faire vivre aujourd'hui et le faire évoluer au contact de la société contemporaine et pouvoir le transmettre aux générations futures. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait essentiel à connaître, qui différencie assez le patrimoine immatériel d'autres types de patrimoine. De même que cette convention, par rapport à la convention du patrimoine mondial sur les biens matériels, sur les grands monuments, les grands paysages, qui est beaucoup plus connue peut-être du grand public, parce que plus ancienne, qui est une convention qui joue finalement sur le caractère exceptionnel des éléments qui sont inscrits au patrimoine de l'humanité. Cette convention du patrimoine immatériel, je dirais que c'est une convention modeste. C'est une convention qui fait l'éloge de la modestie, qui est une convention qui n'est pas du tout aux mains des spécialistes, mais qui est vraiment aux mains des citoyens. C'est-à-dire que dans le cas du patrimoine culturel immatériel, l'initiative revient en priorité aux citoyens sous la forme d'associations qui viennent nous voir, qui viennent voir le ministère de la Culture en nous disant voilà, on a un patrimoine, on souhaite le défendre, on voudrait tout d'abord qu'il soit inscrit sur l'inventaire français, et ça c'est vraiment l'étape préalable indispensable, et ensuite éventuellement se lancer dans l'aventure d'une inscription à l'UNESCO qui est réservée à quelques dossiers. Donc cette mobilisation des citoyens est quelque chose d'assez nouveau pour les institutions patrimoniales, et d'ailleurs remet un petit peu en question la position des experts du patrimoine, qui aujourd'hui ont un rôle d'interlocuteur et de médiateur, et plutôt d'interface entre le citoyen et les institutions patrimoniales, beaucoup plus que d'initiateurs de reconnaissance patrimoniale comme il l'était jusqu'à présent. Donc voilà, je ne vais pas être plus long maintenant parce que je pense qu'on reviendra après les films, peut-être pour un échange plus sous la forme d'un débat sur les tenants et les aboutissants du patrimoine culturel immatériel, mais je voulais déjà poser ces quelques principes.